les listes de vérification nécessaires et de configurer l'avion pour l'atterrissage. Tout au long de l'approche, le pilote exécutait simultanément plusieurs tâches en réagissant à la situation au lieu de la contrôler de manière délibérée et mesurée. Une option à considérer dans une telle situation est d'abandonner l'approche et de remonter à une altitude sécuritaire pour déterminer la prochaine mesure à prendre. Toutefois, puisque sa charge de travail avait diminué sa conscience de la situation, le pilote a été moins en mesure de reconnaître la détérioration des conditions et le besoin d'abandonner l'approche. C'est ainsi qu'il a poursuivi une approche non stabilisée. Nous voulons faire deux observations. La première concerne les approches stabilisées. Les organismes de réglementation, les exploitants et les fabricants ont établi des critères d'approche stabilisée que les pilotes apprennent à respecter. Les approches stabilisées rendent les atterrissages plus uniformes et plus prévisibles. Les pilotes ont ainsi le temps de surveiller des facteurs clés comme la vitesse, l'altitude et le taux de descente et de compléter les listes de vérification. Tout cela augmente la probabilité d'un atterrissage sécuritaire. C'est pourquoi il est donc important que les pilotes considèrent d'abandonner une approche si celle-ci n'est pas stabilisée. La seconde observation concerne l'enregistreur que le pilote avait installé à bord de l'avion. Sans ce dispositif, nous n'aurions peut-être jamais appris ce qui s'est passé. Et, fait tout aussi important, nous n'aurions pu écarter d'autres hypothèses que nous avons examinées durant l'enquête, par exemple une défaillance technique ou du givrage sur les ailes. Quoique le BST ne recommande aucun produit particulier, nous pouvons dire que le système d'enregistrement des données de vol léger à bord de cet avion peut être vu comme un indicateur de la voie à suivre. Cependant, en vertu de la réglementation actuelle, même un avion très performant et exigeant comme le MU-2 n'est pas tenu d'avoir un enregistreur de conversation ou un enregistreur de données de vol. Les avantages sont pourtant évidents. Savoir ce qui s'est passé est essentiel pour déterminer pourquoi un accident s'est produit. Ces renseignements permettent au BST de cerner les lacunes et les risques, puis de les communiquer à l'industrie, à l'organisme de réglementation et à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. En ce qui concerne les approches non stabilisées, nous en avons été témoins de plusieurs dans le passé qui ont mené à des accidents tragiques. C'est pourquoi les approches non stabilisées figurent sur notre liste de surveillance qui identifie les principaux enjeux de sécurité à régler pour rendre le réseau de transport du Canada encore plus sécuritaire. C'est aussi pourquoi nous continuerons de souligner les risques que prennent les pilotes lorsqu'ils poursuivent une approche non stabilisée à l'atterrissage. Merci. We will now proceed with the presentation in English. Madam Fox. On March 29, 2016, a Mitsubishi MU-2 twin-engine turboprop aircraft crashed on approach to Les Îles-la-Madeleine, Quebec, killing all 7 people on board. Following every accident, TSB investigators seek to answer 2 basic questions: what happened and why? To do that, we need information. But too often, we run into an old problem. There are no cockpit, flight, or data recorders, no black boxes required on board. Information contained in these recording devices is especially important when there are no witnesses or survivors and wreckage is too damaged to be of assistance. In this occurrence, the pilot had not only developed a lightweight recorder of sorts, but installed it on board the aircraft, even though it was not required by regulation. It was an initiative that proved invaluable, providing TSB investigators with cockpit audio, along with acceleration and GPS data, in short, allowing us to piece together a detailed history of the flight. Thanks to the onboard recording, we learned early in the investigation that a number of aircraft parameters during the approach were higher than recommended, which is indicative of an unstable approach that in this occurrence led to an aircraft upset. Now we will show you a brief animation of what happened, and although we've made the ground visible for viewer comprehension, the aircraft was in clouds during the approach.
On March 29, 2016, the Mitsubishi twin turboprop aircraft departed Montreal Saint-Hubert Airport for Île-de-la-Madeleine, Quebec, an approximate 2-hour flight. On board were the pilot, a passenger pilot, and 5 passengers. The aircraft was flying through cloud. However, for viewer clarity, clouds have been removed. The pilot's initial plan for approach to the destination airport was to use the autopilot to descend at a rate of 1,500 feet per minute. The intent was to bring the aircraft to an altitude of 3,000 feet above sea level as it crossed the first of 2 approach waypoints, just over 9 miles from the runway. From there, the aircraft would descend to the final waypoint and then continue to the runway for landing. For increased fuel efficiency and to minimize time spent in cloud, the pilot subsequently decided to delay the descent. This meant a revised descent rate of 2,000 feet per minute and a steeper, much faster approach to the initial waypoint. However, when the descent did begin, it was initially at just 800 feet per minute, leaving the aircraft too high as it crossed the initial waypoint and about 100 knots faster than the recommended airspeed, meaning the approach was unstable. This excessive speed made it difficult for the autopilot to capture and maintain the desired course, resulting in a wandering flight path. In an attempt to further reduce altitude and decrease airspeed, the pilot moved the throttle levers to idle, reducing engine power. Despite this, the aircraft was still flying too high and too fast as it crossed the final waypoint. Less than a minute later, the airspeed had decreased to where the flaps could be extended and the landing gear lowered. With less than 2 miles to go and flying about 500 feet above ground, the pilot disconnected the autopilot, then realized the airspeed had dropped well below the recommended approach speed and was close to the stall speed. To increase the airspeed, he rapidly advanced power to full, which caused a sudden and unexpected roll to the right and an increasing rate of descent. Although the pilot attempted to recover, there was insufficient altitude before striking the ground. Now you know what happened. The pilot continued an unstable approach and experienced an aircraft upset at an altitude too low to prevent impact with the ground. The question is, why? The MU-2 is a high-performance aircraft, challenging to fly, especially at low speed and particularly during sudden applications of engine power. This adds to the complexity of approach and landings, already a critical phase of flight due to the aircraft's proximity to the ground, the pilot's increased workload, and the need to manage an aircraft's speed, altitude, and rate of descent during the approach. Several key performance criteria were not stabilized throughout the approach. The pilot's workload was very high as he attempted to reduce his speed, altitude, and rate of descent, complete the necessary checklists, and configure the aircraft for landing. Throughout the approach, the pilot was juggling multiple tasks, reacting to the situation instead of controlling events in a more deliberate and measured manner. One option in such a circumstance is to conduct a go-around, abandoning the approach and climbing to a safe altitude to determine the next course of action. However, with the situational awareness reduced by the high workload, the pilot would have been less likely to recognize the deteriorating circumstances and the need for a go-around. As a result, he continued with the unstable approach. We want to make 2 points. The first is about stable approaches. Regulators, operators, and aircraft manufacturers have defined stable approach criteria which pilots are trained to follow. Stable approaches make landings more consistent and predictable, giving pilots time to monitor key elements such as speed, altitude, rate of descent, and to complete checklists, thereby improving the likelihood of a safe landing. And that's why it's so important for pilots to consider a go-around whenever an approach is unstable. The second point we would like to make is about the recording device that the pilot had installed on board. Without it, we might never have learned what happened. Just as important,
we wouldn't have been able to rule out other hypotheses that we considered during the course of the investigation, such as, for instance, an aircraft malfunction or possible icing on the wings. And although the TSB does not endorse any single product, it would be fair to say that the lightweight recorder on this aircraft can be viewed as an indication of the way forward. However, under current regulations, even a high-performance, challenging aircraft like the MU-2 is not required to have an onboard flight data or cockpit voice recorder. The benefits of lightweight recorders are obvious. Knowing what happened is the first step to understanding why. With this information, the TSB was better able to determine why this accident happened. Furthermore, we can point out deficiencies and risks and communicate them to industry, the regulator, and to all Canadians. As for unstable approaches, we've seen too many of these in the past lead to tragic accidents. That's why unstable approaches are on our watch list, which identifies the key safety issues that need to be addressed to make Canada's transportation system even safer, and why we'll keep highlighting the risks when pilots continue an unstable approach to a landing. Thank you. Nous allons maintenant commencer la période de questions. Nous vous demandons d'utiliser les microphones, s'il vous plaît, de dire votre nom et votre bureau de presse, une question et une question de suivi, s'il vous plaît. We will now start the question period. We ask that you use the microphones, that you identify yourself and your media outlet. You can ask one question and one follow-up, please. Oui, Lia Lévesque de la presse canadienne. Je remarque que vous n'utilisez pas le mot « erreur ». Alors, je veux être bien clair. Est-ce que le pilote a fait des erreurs ou il a seulement pris des risques? Bon, lors d'accidents, il y a toujours plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Dans ce cas-ci, le pilote s'est retrouvé dans une situation très complexe, une situation d'approche non stabilisée. Ça fait en sorte que sa charge de travail a augmenté de façon considérable, ce qui a nui à sa conscience situationnelle, ce qui a nui à sa capacité de prendre des décisions. C'est à ce moment-là qu'il a poursuivi l'approche non stabilisée. Mais est-ce que c'est des risques ou c'est une erreur de pilotage? C'est un ensemble de facteurs. Je veux dire, le pilote, dans ces circonstances-là, il faut comprendre que d'autres pilotes, dans les mêmes circonstances, auraient pris probablement les mêmes actions. Le BST a été témoin de plusieurs approches non stabilisées qui ont résulté ou qui ont mené à des accidents tragiques. C'est pour cette raison-là que les approches non stabilisées font partie de notre liste de surveillance. Merci. Prochaine question. Bonjour, Maxime Landry de TVA Nouvelles. J'aimerais vous poser deux questions précises. D'abord, si celui qui agissait en tant que copilote ce jour-là avait eu les qualifications nécessaires, est-ce que vous croyez que l'accident serait survenu? Le passager pilote était un pilote breveté. Il y avait des heures de vol à son actif, 850, dans les alentours de 850. Il faut comprendre que le MU-2, c'est un avion qui est certifié monopilote. Donc, on peut le piloter finalement avec un seul pilote. Donc, c'est certifié à ce niveau-là. Le passager pilote, lui, était à bord, entre autres pour se familiariser avec le MU-2, mais également pour donner un coup de main au pilote dans certaines tâches élémentaires. Par exemple, les communications radio, les données de GPS et d'aider dans la revue des listes de surveillance, des listes de vérification, pardon. Mais donc, le fait qu'il ait été là n'a pas rien apporté, si je comprends bien, à la charge de travail du pilote. Le fait qu'il a été là, écoutez, le pilote s'est retrouvé en partant de Saint-Hubert en direction vers les îles de la Madeleine. Le pilote a modifié son plan de vol en retardant sa descente. Fait que tous ces items-là se sont ajoutés tout au long du voyage. C'est un ensemble de facteurs. Le pilote passager qui était à côté de lui donnait un coup de main dans certaines fonctions. J'aimerais vous entendre sur le type d'appareil. Comment vous qualifiez à la suite de votre enquête le Mitsubishi MU-2B? Le Mitsubishi MU-2B est considéré un avion à haute performance. La définition d'un avion à haute performance, c'est parce que la vitesse de croisière dépasse 250 nœuds et a une vitesse de décrochage plus normale, c'est-à-dire plus haut que la moyenne. Alors, c'est un avion qui a eu des accidents aux États-Unis en 2005 et 2018.
C'est-à-dire en 2002 et 2005, il y avait eu 14 accidents aux États-Unis, dont 10 étaient mortels. Ce qui a provoqué le FAA, l'organisme de réglementation aux États-Unis, d'exiger une formation spéciale sur ce type d'avion. Et le pilote en question ici avait suivi cette formation et avait réussi la formation initiale ainsi qu'une formation périodique. Mais ce n'est pas juste une question de formation, c'est aussi une question d'expérience et de pratique. Dans ce cas ici, le pilote, le Mitsubishi était le premier avion du type haute performance qui était volé par ce pilote. Il y avait 2500 heures de vol total, 125 heures sur le Mitsubishi, dont seulement 25 heures à titre de pilote commandant de bord, qui n'est pas beaucoup. Et en termes de pratique, il n'avait pas volé l'avion depuis, il avait volé à peine 4 heures sur l'avion depuis 30 jours et moins de 20 heures dans les 90 jours, qui fait qu'il n'a peut-être pas eu la chance de pratiquer ses habiletés, ses procédures, au fait d'être à la maîtrise de l'avion monopilote dans la situation à laquelle il faisait face cette journée-là. Merci. Prochain journaliste. Justement, c'était ma sous-question. Est-ce que le pilote était suffisamment expérimenté pour voler cet avion? Et sous-question, vous semblez minimiser aussi les conditions météo qui étaient exécrables cette journée-là. Est-ce que ce n'est pas un autre facteur déterminant justement dans cet atterrissage raté? Bon, je vais parler de la météo en premier. La météo, c'est sûr, c'était pas idéal cette journée-là, mais la météo permettait le pilote, à partir de Saint-Hubert, à entreprendre le vol et à essayer l'approche. Lors de l'approche, il y avait une vent dans le dos qui a sûrement exacerbé la vitesse de l'avion par rapport au sol, puis qui n'a pas aidé la situation en termes d'arriver haut et vite. Quand on parle de l'expérience, c'est n'importe quelle habilité, n'importe quelle nouvelle chose qu'on a appris dans la vie, ça prend 3 choses. Ça prend la formation, ça prend l'expérience et ça prend la pratique. Dans ce cas ici, le pilote avait bien et bien suivi et réussi la formation donnée aux États-Unis. Il était légal à voler cet avion sur la base de sa licence américaine. Deuxièmement, il avait fait 125 heures sur l'avion, dont 100 heures sous la supervision d'une pilote plus chevronnée, plus expérimentée. Il y avait 25 heures en termes de pilote en commande. Mais c'est une question de pratique. On a vu que le pilote avait fait à peu près 4 heures sur l'avion dans les derniers 30 jours, moins de 20 heures dans les derniers 90 jours, qui fait que ça n'a peut-être pas donné la pratique nécessaire pour maintenir ses compétences et maintenir sa formation dans les conditions difficiles dans lesquelles il se trouvait cette journée-là. Merci. Prochain journaliste. Oui, bonjour, Marco Fortier du journal Le Devoir. Dans la fiche d'information, vous parlez de faits établis quant au risque. Il y a 2 éléments. Vous parlez de lorsque la masse d'un aéronef dépasse la masse maximale certifiée au décollage. Et vous parlez aussi, là, si les pilotes ont des communications non essentielles durant les étapes critiques de vol. Sur ces 2 faits-là, est-ce que ça a été le fait? Est-ce que la masse dépassait, puis est-ce qu'il y a eu des communications non essentielles? Je veux juste expliquer premièrement, c'est quoi la différence entre un fait établi quant à la cause puis un fait établi quant à le risque. Quand on parle de cause, ça veut dire que c'est vraiment des facteurs qu'on a pu lier directement qui ont causé ou contribué à l'accident. Alors que les faits quant à le risque, c'est des choses des lacunes qu'on avait découvertes, mais qui n'ont pas nécessairement contribué directement à l'accident. Alors, quand on parle du poids, ce qui s'est passé, c'est qu'au décollage à Saint-Hubert, l'avion avait dépassé son poids maximum autorisé de 195 livres à peu près. C'est pas correct, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Mais dans ce cas ici, par le temps qu'ils sont arrivés aux îles de la Madeleine, il avait brûlé l'essence. Alors, à ce moment-là, l'avion était quand même dans le poids et le centre de gravité permis pour l'avion. Et donc, ça n'a joué aucun rôle dans l'accident. Quand on parle des conversations, c'est sûr que durant le vol, le fait d'avoir les 2 pilotes, ils parlaient ensemble. Et le pilote expliquait souvent, fréquemment, les systèmes, les techniques aux passagers pilotes qui étaient là pour se familiariser puis donner un coup de main. Ces conversations, surtout dans la dernière phase d'approche,
peut distraire un pilote, n'importe quel pilote, même un pilote d'une grande expérience, et ça peut donc affecter sa conscience de la situation ainsi que sa capacité de prendre des décisions. Merci. Juste une petite sous-question. Dans les autres faits établis, vous dites, même si l'aéronef n'était pas conforme à la consigne de navigabilité 2006-1705, qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK. La consigne en tant que telle, on parle d'une inspection qui devait être faite sur le type d'avion. L'inspection devait avoir lieu au 100 heures. La première inspection avait été faite. Il n'y avait aucune anomalie qui avait été identifiée à ce moment-là. Et là, l'inspection était due. En fait, elle avait dépassé de 6 heures. Elle était rendue à 106 heures. Mais il n'y a rien qui nous a porté à croire tout au long de l'enquête que ceci a été... ça n'a pas joué un rôle dans l'accident. Merci. Prochain journaliste. Puis juste pour ajouter avant votre question, le bureau est quand même exhaustif dans ses enquêtes. On ne regarde pas juste les facteurs directement liés à l'accident, mais aussi des autres lacunes qu'on aurait pu découvrir pendant l'enquête de façon à vraiment dévoiler ça à l'industrie, des risques à mitiger. Bonjour, Geneviève Beauchemin, CTV News. Were you able to detect on the recordings, any conversation that the pilot would have had about possibly considering a go-around? Did you have an indication that he thought about it, considered it? Was it part of his plan at any point? There was no such discussion during the flight. The only thing that was mentioned was the height, the altitude to which the aircraft should climb in the event of a missed approach. But there was no discussion about under what circumstances a missed approach should be conducted. And there was never any sort of indication that he, at some point, thought about the fact that, okay, this isn't going well, we should ditch? There was none of that? There was no such indication, and that's why we believe that a combination of just the time and the effort required to get the aircraft back on track reduced his situational awareness. He was a very, very high workload at that point of time, and therefore detracted from his ability, his decision-making ability to think about other options that might be available. You also talk about the fact that there was a change in the flight plan. Was that change made early on in the flight or later on? At what point? It was really a change in the plan, the approach plan. What happened was initially the pilot had told the passenger pilot that he was going to start the descent at a certain rate of descent. But then a little later on, he changed that plan, said he would delay the descent a little, wait a little longer for fuel efficiency and also to minimize the time in cloud, and that he would adopt a higher rate of descent than originally planned. But when the aircraft actually started to descend, he was descending at an even lower rate than planned, and so that contributed to the aircraft being too high and too fast. Thank you. Jayla Bernstein for CBC News. Just first off, if I could get you to repeat in English what you mentioned to one of my French colleagues, what kind of factor did weather play in all of this? The weather on the day of the flight was definitely not ideal, but it was legal for the pilot to depart from Saint-Hubert and try and attempt an approach into Les Îles de la Madeleine. Also, during the approach, during the first part of the approach, there was a tailwind, and that tailwind would have increased the ground speed of the aircraft over the ground, so it would have exacerbated the fact that they were high and fast initially. Eventually, it switched around to a headwind for the actual final approach, but initially it would have contributed to the being high and fast. And just to add on to that, we know that day most pilots were not flying for that exact reason. The conditions were too risky. Do you have any comment on that, whether it would have been better to just not take off at all? So again, I want to emphasize that the conditions under which the pilot operated were suitable, not ideal, but were suitable legal for to undertake the flight at that moment. The flights, the commercial flights that were delayed later in the day were due to two factors primarily. The winds were expected to increase significantly later in the day, much stronger than they were even at the time of the accident. And very often airlines have to think of not just weather, but they also have to think of the logistical considerations. What happens if they don't make it in? Then they have to go to their alternate. They've got passengers who aren't where they want to be. And so there's a lot of logistical considerations, or if they manage to land but they can't take off. So there's other considerations that factor into a commercial operator's decision-making. Merci. Prochain journaliste. Tara Schwartz, CTV. You mentioned a couple of times that he was really wanted to conserve fuel. Can you explain in English why that was? We don't know the rationale. I mean, by staying higher
higher altitude, it does reduce the fuel consumption for an aircraft, but how much of a difference it would have made in this case, we don't know. It's just that the pilot mentioned the two reasons for delaying the descent. One was economy of fuel, and the other one was to minimize the time during descent through cloud, probably to avoid the potential for icing, which we determined was not a factor. And could you just address in English the number of hours that he had on this new plane, this Mitsubishi? So the pilot had 2,500 hours in total, but the Mitsubishi 2 was the first high-performance aircraft under the supervision of a more qualified, experienced pilot. So of the 125 hours, he had 25 hours piloting command. And then furthermore, we identified that he'd only flown that aircraft about 4 hours in the last month and about 20 hours, or just under 20 hours, in the last 90 days, which means that it may not have allowed him to practice his skills and procedures enough to be fully proficient with the MU-2B as a single pilot in those conditions on that day. And if I could just ask, we saw the animation, and obviously it's a bit difficult to watch because you can see the plane turning considerably on its side. How difficult would that have been for passengers? How long would they have been in a particularly frightening moments? From the time that the pilot disengaged the autopilot and then realized that the airspeed was low, and then added full power, which then caused the upset, we're talking 5 or 6 seconds till the impact. It was very, very short time. In all, from the time he disengaged the autopilot and added power, I mean, it was under 10 seconds, and the upset was maybe 5 or 6. And the impact was, everybody died from the impact. Thank you. Next journalist. Elias Aboud with CBC. You just mentioned that the amount of time that he had flying the Mitsubishi on his own might not have been enough to practice. Would you consider making recommendations so that these pilots do fly more on these types of planes alone to get that practice? There are generally regulations that require pilots to fly a certain number of hours or undertake a certain number of takeoffs and landings in a certain period of time in order to be able to carry passengers, and those regulations were respected. What we have here, though, is the Mitsubishi 2 was originally designed to be for commercial use, a regional or a air taxi type of operation. And because of the accident history in the United States, which was determined to be largely because there were more operators using it with less experience, that's why the U.S. brought in the new special training requirements for the Mitsubishi. This pilot had that training, but we see here that it's not just training, it's also practice, frequency of practice and experience. And as far as the data recorder, apparently he developed it. He said that he developed it himself. What more can you tell me about that? What he has done, how he developed it, why he developed it, what it allowed you to do? Okay, so in fact, the recorder was a modified smartphone that he had mounted in the aircraft. And he was able to get some information. Like, it was not, a complete recorder with every type of information recorded on it, but he was able to record quite a bit of information on it. Yeah. And is that something that you would consider also recommending for this type of flight? Not necessarily that recorder, but maybe having something like this mandatory in a plane that could be considered more risky? The TSB has recommended lightweight flight data recorders since 2013. Because we believe that these recorders, not only will it help the TSB in an accident investigation, but it can also help operators better monitor the safety of their operations. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. La conférence de presse est terminée. Nous allons prendre une courte pause. Si vous voulez une entrevue 1 à 1, juste aller voir Roxane Daou à l'arrière. The news conference is now finished. If you want a one-on-one interview, just go see Roxane Daou and she will schedule you. Thank you.